Le spectateur, lui aussi, il accepte
jeu de dédoublement. Je viens voir une histoire, un spectacle, et j'accepte que Pérus va mourir à la fin. Et j'accepte que Adela, elle va se suicider à la fin. Et j'accepte que tel personnage va disparaître pour toujours. Et que lorsque le spectacle termine, on revoit le personnage sur scène incarné par l'acteur. Donc le personnage, le spectateur lui aussi, quand il participe à la représentation théâtrale, accepte ce détail. Le spectateur lui aussi accepte ce jeu qui consiste à dire je suis un autre. Je vais être autrement que je suis durant la vie. Donc voilà, j'ai résumé en moins de 10 minutes. Mais point essentiel de cette thématique-là qui a été proposée, à savoir comment à travers l'art on peut établir des ponts comme ça entre des cultures éloignées, comment à travers l'art la représentation de l'autre elle est intégrée de telle sorte qu'elle implique une certaine remise en cause. Et la remise en cause peut être aussi productrice d'un sens, d'où les malentendus justement. Comment est-ce qu'un fait qu'on pense lointain devient tout d'un coup génère une création, une performance. Et donc je pense que je suis très content, voilà, et je le dis. C'est très rare d'assister à des monologues et que l'ensemble des interventions versent dans le même sens. Et je pense que c'est dans cette occasion-là, dans ce protocole-là, on a quand même touché l'essentiel. Alors, je vais vous permettre, puisque j'ai encore vous voyez, il suffit de lire un peu résumé en quelques minutes et en plus. Alors non, mais on va revenir avec entre l'exigence universitaire donc, qui nous amène à avoir une certaine méthodologie dans la définition des concepts. Je ne vais pas parler de polyphonie avec tous les discours littéraires et stylistiques qu'il y a autour. Je ne vais pas parler de ça, je vais juste vous partager des réflexions personnelles sur le travail de l'acteur, un écrit sur le travail de l'acteur par rapport à cette problématique-là. L'acteur prête son corps et sa voix à son personnage au point de se confondre avec lui. L'acteur est le maître enchanteur du chaos, provocateur habile du désordre, le virtuose fou, le saltimbanque hors pair, qui ne cesse de voyager, de jouer, de prendre des risques. Son jeu est toujours invitation au chant, à l'illusion, à ce mensonge qui dit toujours vrai. Il aime, il crie de joie, il pleure, il meurt, il ressuscite. Son chant, ses rires, ses cris, ses gémissements ont tous la même et unique mission. Ils sont un appel au monde hors du vertige, au monde de la perdition. L'une des raisons d'être de l'acteur est tout entière enfouie dans ce territoire interdit du corps, libre, du mouvement redondant, du spasme à chaque fois renouvelé. Sa raison d'être est de ne jamais chercher à avoir raison. Il est une vérité provisoire, temporaire, une vérité parmi tant d'autres. Les acteurs sont les maîtres du don gratuit. Ils nous donnent, nous livrent, ou mieux, ils nous
nous offre allègrement et sans parcimonie aucune cette douce et énigmatique impression qu'ils viennent de loin, peut-être même de nulle part. Paradoxalement, leur histoire, leur identité, leur état civil, ils l'abandonnent et ils le laissent derrière eux pour s'offrir à nous, dans leur nudité troublante, dans cette altérité poétique. Je termine par une citation qui me paraît qui résume un peu ce que je viens de dire, qui n'est pas la mienne, elle est de Georges Sion, qui a écrit un article sur le rapport entre le théâtre et la poésie, et qui considère que la poésie c'est aussi une forme d'altérité. Et elle acquiert de l'épaisseur quand à la poésie est ajoutée l'altérité. Donc je le cite. On pourrait répandre la série de ce qu'on appelle les mensonges créateurs. Le lieu n'est pas le lieu, le temps n'est pas le temps. Le soleil et les ténèbres sont produits par l'éclairagiste. Le comédien n'est pas celui qu'il joue, qu'il n'est pas l'auteur. Le spectateur lui-même se dédouble étrangement, puisqu'il accepte sans même y penser un code rigoureux. Il sait que si Hamlet meurt en scène, l'interprète en sortira vivant. Il accepte d'être le témoin d'un piège abject et de non pas avertir la victime qui a pourtant toute sa sympathie. Il accepte de regarder mourir la pauvre dame au camélia sans demander au médecin de service de monter sur la scène. Auteur, interprète, spectateurs disent tous, je est un autre. Nous sommes devant la plus étonnante accumulation de mensonges qui font une vérité. Ils sont venus avec l'idée qu'ils venaient dans notre contexte et que donc ils avaient à répondre à notre contexte. Tandis que quand on va là-bas, c'est à nous d'entrer dans leur contexte. Donc je pense que cet élément est vraiment, la localisation est vraiment à leurs yeux fondamentale. Après sur effectivement l'unilatéral, je pense que après il y a des regards, en fait, dans le public. Il n'y a pas un regard du public, il y a 10, 100, selon en fait les arrière-plans de chacun. On ne va pas voir du tout les choses de la même manière. Moi qui avais l'arrière-plan des médaillés, voilà, quand je regardais les festivals, je ne voyais pas du tout comme l'organisateur. Voilà. Donc on a chacun effectivement notre regard, notre arrière-plan. C'est pour ça que je trouvais intéressant d'engager plutôt l'idée de multiplicité des regards, que c'était des regards, mais aussi que c'était des regards imbriqués, c'est-à-dire qu'on était chacun en fait en train de se regarder. Voilà, que le regard c'était pas seulement le public qui regardait les danseurs, mais c'est aussi les danseurs qui regardent le public. Et c'est ça qui participe autant de la mise en place finalement chorégraphique, c'est-à-dire les idées que les artistes de façon plus générale se font des attentes des gens qui en face. Et c'est ça que je trouvais aussi intéressant de voir plutôt en termes de